Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je reste cloué à ma chaise, saisi d'une impression effrayante d'échec et de colère inutile. La vérité, je dois l'admettre, c'est que j'ai là une affaire pourrie. Quand des femmes sont tuées par un malade mental, il vous faut trouver une piste sérieuse en moins de 24 heures, sinon l'affaire se corrompt et vous pouvez être des années avant d'arrêter l'assassin, ou même ne jamais l'arrêter du tout. En général, le tueur ne connaît pas sa victime. Probablement ne l'a-t-il jamais vue auparavant, n'a aucun rapport avec elle et n'éprouve à son égard qu'une brusque attirance maladive. Ça élimine les pistes et mobiles habituels. Et il n'y a pas d'autre façon de relier ce genre de meurtrier à ses victimes que d'avoir des témoins oculaires ou des preuves manifestes laissées par le meurtrier. Le mien n'a laissé ni preuve ni témoin. Rien. Rien que des morceaux éparpillés de ces deux victimes mises en pièces, deux jeunes et jolies filles venues à la ville chercher une existence plus brillante et qui ont mal tourné. De cette sorte de filles que vous rencontrez faisant les 100 pas sur les trottoirs à la recherche de l'aventure. J'ai d'abord téléphoné au bureau de l'identification criminelle afin de voir s'ils n'avaient pas repéré quelques sadiques criminels que nous n'aurions pas encore interrogés. Négatif. Puis j'ai téléphoné à Miller pour savoir s'il avait terminé une nouvelle inspection des registres de sortie de la compagnie de taxi. Peut-être qu'un chauffeur aurait pu se souvenir d'avoir pris ou déposé un client louche dans un endroit intéressant. J'ai encore téléphoné pour demander si les photos envoyées dans les villes natales des filles, aux maisons pour lesquelles elles travaillaient, aux écoles qu'elles ont fréquentées, avaient donné quelque chose. Négatif. J'ai aussi téléphoné à Morelli. Quelqu'un aurait pu lui donner de façon anonyme quelques tuyaux valant la peine d'être vérifiés. Négatif. En fin de compte, j'ai appelé Happy, car il aurait pu découvrir un indice en fouillant encore une fois tous les hôtels borgnes. Toujours négatif. C'est ma première grande affaire criminelle depuis ma nomination au grade de lieutenant, et ça risque bien d'être la dernière. Le téléphone sonne. Avant même de décrocher, j'ai l'impression pesante que c'est le patron. « Voulez-vous monter, McKenna ?» « Quelqu'un d'autre va être mis sur l'affaire, McKenna », m'annonce-t-il à peine ai-je poussé la porte de son bureau. Frappé de stupeur, je ne peux articuler un mot. « Je sais que vous avez fait tout ce qui était possible de faire, du moins pour de simples mortels comme ceux de ce commissariat. Mais il y a quelque chose de curieux, quelque chose de mystérieux, d'inhabituel. Et je vous demande de m'écouter. Premièrement, comprenez bien, McKenna, que ce n'est pas une mauvaise idée de faire venir cet autre type. C'est une décision du district attorney. Et il tient à une arrestation rapide et à une condamnation. C'est son affaire. C'est politique, voyez-vous. Il ne faut pas oublier que le district attorney est le neveu du maire. Et nous devons suivre les instructions. Compris? Compris, dis-je. Jamais entendu parler d'un ex-flic nommé Steve Blackburn? Je secoue la tête. On vous a muté ici après le départ de ce Blackburn. Il était lieutenant à la brigade criminelle. Un jour, il dut s'occuper d'une affaire de meurtre. 3 femmes coupées en morceaux et un fou. Une affaire comme la vôtre, McKenna. Il hésite et me jette un regard furtif. En fait, selon Blackburn, il s'agirait de la même affaire. Et il a convaincu le district attorney que c'est le même tueur qui répète son crime. Je ne me soucie pas de répondre.
J'attends la suite. Finalement, le patron continue. Pour Blackburn, c'est très important. L'affaire dont il s'est occupé date d'1 an et demi environ, et l'assassin n'a jamais été pris. L'enquête n'a abouti à rien. Blackburn a été obsédé par cette affaire au point de sombrer dans l'alcoolisme, ce qui a entraîné son départ de la police. Il prétend qu'il sait tout sur le meurtrier, mais que l'homme a disparu. Et il répète toujours « Ah, si seulement il avait tué encore une fois, je l'aurais coincé. » Blackburn est maintenant chargé de l'affaire? Dis-je sur la défensive. Non. Le district attorney en a fait un expert. Blackburn ne fait plus partie de la police, et c'est vous, McKenna, qui êtes toujours chargé de l'affaire. Blackburn patrouille en ce moment même avec une voiture de police dans Southman, où ont eu lieu les crimes. Selon lui, le tueur peut encore frapper. Cette nuit même. Hein? Cette nuit, dis-je, et ma bouche devient soudain sèche. Oui. Il faut que vous preniez une voiture, McKenna, et que vous vous rendiez là-bas. Retrouvez Blackburn au parking de Southman à 6h30. La voiture de patrouille banalisée pénètre dans le parking à 6h30 précise. Je m'approche. Une brume de chaleur mêlée à de la fumée me pique les yeux. Blackburn est là. Il a un visage sombre et maigre qui me fait penser à un vautour. « Je vous laisse le volant, McKenna, » dit-il. « C'est bien comme ça que vous vous appelez, n'est-ce pas? Je préfère sentir l'air, renifler la présence du tueur. Tenez, voici sa rue, la rue de Joe, comme vous savez. »« Joe ?» fis-je étonné. « La seule chose que je n'ai pas pu découvrir, c'est son nom. Alors, je l'ai appelé Joe. Vous vous arrêterez entre le 1er et le 8 dans Southman, » m'indique Blackburn alors que nous quittons le parking. Il demeure la plupart du temps tourné vers la vitre, reniflant comme un chien de chasse. « McKenna, je devine que ma présence vous irrite, je vous comprends. Mais il le faut. Ne vous inquiétez pas, McKenna, le profit sera pour vous. Tout ce que je veux, moi, c'est Joe. » Blackburn regarde par la vitre baissée tandis que je roule tranquillement le long des trottoirs. Soudain, les lampadaires s'allument en même temps que les fumeries ouvertes la nuit, les étalages de hot dogs, les bars, les maisons de striptease et les cinémas. Comment savez-vous, Blackburn? Enfin, je veux dire, comment pouvez-vous être certain qu'il s'agit du même homme? Avec ce que les journaux ont écrit, je me suis précipité au laboratoire de la police et j'ai vérifié les faits. Tout concorde, même les photos. Blackburn étouffe un petit rire, et je me demande bien ce qu'il y a de drôle dans ce qu'il vient de dire. Tenez, McKenna, prenons l'exemple du gin. Vous avez trouvé 2 bouteilles vides. Eh bien, dans mes 3 affaires, il y a à chaque fois eu 2 bouteilles de gin vides. Il a toujours fallu au meurtrier 10 heures pour faire son découpage, et dans vos 2 cas, l'autopsie a révélé que l'opération de meurtre et découpage des corps par le meurtrier lui avait demandé 10 heures également. Oui, à quelques minutes près, vous avez raison, dis-je pour commenter. Les yeux de Blackburn paraissent plus brillants maintenant, et sa voix trahit son émotion. La nuit est très chaude et pourtant je frissonne. « Et du gin de marque également, » ajoute-t-il. « Du King. » Oui, exactement, du Gin King. « Oh, je le connais, vous savez, McKenna. Et chacun de ces meurtres ressemble aux autres. Tous les détails sont les mêmes. Avec ces détraqués, un meurtre devient un rituel. C'est un syndrome à répétition, comme disent les psychiatres. Toutes choses doivent être exactement semblables. Le cycle des meurtriers peut être plus ou moins long, mais la pression se fait de plus en plus forte et ils doivent passer à l'action. Un acte rituel, McKenna. Et chaque fille est ce qu'ils appellent un fétiche vivant. Pour ce Joe, elles se ressemblent toutes, toujours à peu près le même âge, la même apparence, et tout ce que fait Joe juste avant le meurtre et pendant n'est qu'une stricte répétition. Voilà pourquoi je sais. Mais comment pouvez-vous savoir qu'il tuera encore ici, cette nuit?
Il lui faut 3 victimes, McKenna. Toujours 3. Jusque-là, voyez-vous, je l'ignorais. Je lui ai tendu un piège après son 3e crime et j'ai attendu. Mais il avait atteint son nombre et il s'est tenu tranquille. Je sais maintenant que ce nombre est de 3 et aussi combien de jours séparent chaque meurtre. Tenez, dans votre affaire, il y a eu 2 meurtres pour l'instant. Il doit donc y en avoir un 3e et compte tenu de la date du dernier, il aura lieu ce soir. Tenez, garez-vous là derrière le break, McKenna. Nous descendons de voiture et Blackburn respire longuement, comme s'il prenait plaisir à sentir l'odeur de Southman, cette odeur aigre, malsaine, d'une rue livrée à la débauche un samedi soir étouffant. « Marchons, McKenna, » dit-il. Nous déambulons devant les portes sombres, au-dessus desquelles des enseignes indiquent « Chambre à partir de $5 ». Presque toutes les autres ouvrent sur des bars faiblement éclairés, avec de la musique de pick-up hurlant jusque dans la rue et des filles perchées sur de hauts tabourets. Tout à coup, Blackburn s'arrête. Je lève la tête et je me rends compte avec un frisson que nous nous trouvons en face de l'un de ces hôtels borgnes où a eu lieu le 2e meurtre sur lequel j'enquête. Vous voyez, il y a toujours le magasin qui vend de l'alcool à quelques portes de là et toujours aussi, à un bloc d'immeubles, un cinéma qui donne des films d'horreur. J'entends Blackburn me dire d'une voix tendue, étrange. « Venez, McKenna, il faut que nous nous rendions compte. Nous ne disposons que de quelques heures. Regardez bien, McKenna. Vous allez commencer à sentir la situation, à sentir Joe. Dans les films d'horreur, les monstres et les filles se ressemblent tous, et dans un certain sens, c'est comme ça pour Joe. Chaque film est un meurtre rituel dont quelqu'un peut faire l'expérience par substitution. Vous avez dû réfléchir beaucoup à tout cela, dis-je. Pendant des années. Des années. Reconnaît Blackburn. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre Joe et nous? Non, McKenna. La différence, elle n'existe que dans le degré. Chaque type qui prend plaisir à regarder ce film se sent un peu comme notre Joe. Et ce n'est pas si difficile de comprendre ce que cette pression produit en lui. Vous pouvez le sentir comme je le sens, et comme chacun le sent s'il le veut. Et voilà comment on arrive à prendre des types comme Joe. Il faut s'identifier à Joe autant que possible. Je vais enfin mettre la main sur lui parce que j'ai réfléchi, observé, c'est-à-dire que je pourrais être lui. C'est-à-dire que j'en sais assez sur ce qu'il fait agir. Je vois, dis-je vivement. Bien, très bien. Je suis heureux que vous compreniez parce qu'il le faut pour parvenir à la fin. Allons voir le film, McKenna. C'est là que tout commence. McKenna est chargé d'enquêter sur le meurtre de 2 prostituées. Après quelques semaines, Blackburn, un ancien flic, est nommé expert sur cette affaire. Il affirme que l'assassin est celui qu'il a baptisé Joe et qu'il a eu affaire à lui sur une affaire semblable sans parvenir à l'arrêter quelques années auparavant. Il affirme aussi que l'assassin répète ses crimes, toujours selon le même rituel. Blackburn emmène donc McKenna sur les traces de Joe dans un cinéma qui donne des films d'horreur. Vous n'avez jamais vu ce film? Dis-je surpris. Si, bien sûr. Mais ce soir, il y a un document supplémentaire, McKenna. C'est toujours là que Joe vient avant de tuer. J'ai le souffle coupé. Mais comment le savez-vous, Blackburn? À cause des tickets. Vous avez dû en trouver.
Dans les chambres, il doit y avoir des tickets provenant de cette salle très particulière. Je sens une goutte de sueur perler à mon front. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut peut-être rien dire. Il y a des centaines de tickets délivrés chaque après-midi et ils peuvent appartenir à n'importe qui. Blackburn a un léger sourire. 5 meurtres et chaque fois dans la chambre un ticket d'entrée d'un cinéma d'horreur. Voilà ce qu'il est difficile d'appeler une coïncidence, vous ne croyez pas, McKenna? Non, mettez-vous dans la peau de Joe. Vous le pouvez, n'est-ce pas? Oubliez tout le reste comme je l'ai fait et essayez de penser comme lui. Vous êtes assis dans le noir et vous regardez le spectacle. Vous regardez les images et vous vous identifiez à elles. Ça commence à vous exciter. Ça fait partie des rites, comme dans les films de danse de guerre auxquels se livrent les Indiens pour s'exalter et se mettre en condition. À la suite de Blackburn, je pénètre dans le cinéma. Dans la salle obscure, l'odeur est suffocante de vin, de bière, de fumée, de sueur. Blackburn hume l'air, puis il marche vers l'allée centrale et regarde. C'est à peu près au 5e rang, à partir de l'écran, au centre, dit Blackburn. Les sièges sont vides. Joe se met toujours là. Enfin, vous ne pouvez tout de même pas dire le rang et la place, je suppose, dis-je avec une petite pointe d'ironie dans la voix. À peu de choses près. J'ai travaillé ce problème sérieusement avec un optométriste. Je sais aussi quelle taille il a. Je connais sa carrure et la couleur de ses cheveux. Je me suis livré à des examens en laboratoire sur tout cela, sur ses cheveux et sa peau, dont nous avons trouvé des fragments sous les ongles des filles. Mais comment savez-vous où il va s'asseoir? McKenna, l'une de ses victimes a brisé ses lunettes. Impossible d'identifier le fabricant, mais nous avons examiné les verres et calculé très exactement le degré d'astigmatisme. Je sais donc parfaitement où il s'assoit. Mais le plus important encore, McKenna, c'est de pouvoir sentir les choses. J'ai vérifié l'heure des représentations. Joe commence son travail avec les filles environ à 2 heures de l'après-midi. Il monte dans la chambre directement après le cinéma. Il y a déjà amené la fille, ivre ou dans un état qui ne lui permet pas de s'enfuir. Il voit toutes les horreurs des films, ce qui le met en condition. Puis, il retourne du cinéma à la chambre et se met à l'œuvre avec son couteau de chasse au requin. Ce couteau est étrange, n'est-ce pas? Un couteau à tuer les requins. Blackburn, comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit bien de ce genre de couteau? Nous avons évalué la longueur, la largeur, l'épaisseur de la lame ainsi que son tranchant. Un autre film commence. Je ne discerne plus rien. Tous les monstres se ressemblent et les femmes livrées à une hideuse fatalité, à demi nues, hurlant, sont pour moi toutes pareilles. Je crois que ça ne va plus tarder, me dit Blackburn. Il est près de 1h30, ce qui signifie que la grande scène de folie de Joe doit avoir lieu dans moins d'une demi-heure. Nous attendons encore. Puis, Joe entre. Je sens la main de Blackburn peser sur mon bras. Je tourne les yeux sans bouger la tête. Joe se tient au bout du rang dans l'allée. Il n'a absolument rien qui le différencie des autres. Je ne vois pas la couleur de ses cheveux et je ne sais qu'il porte des lunettes que lorsqu'il tourne la tête de mon côté. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, j'aurais compris que c'était lui. Peut-être suis-je dans l'état d'âme qui convient. Je viens de voir assez d'horreur pour ma vie entière. Je me sens vraiment dans le bain.
Du coin de l'œil, j'aperçois Joe qui s'assoit à ma droite. Un fauteuil seulement nous sépare. Il s'appuie en arrière, enfonce ses genoux dans le dossier du siège devant lui. Il soupire. Un fauteuil seulement nous sépare. Un moment, je le vois se pencher en avant, le visage tendu. Il a posé ses mains sur le dossier du fauteuil devant lui. Il remue la tête, en avant, en arrière. Et la lumière de l'écran fait briller ses lunettes. Blackburn a calculé que dans moins de quelques minutes, il se lèverait et quitterait le cinéma. Nous le suivons. Il entre dans un magasin où il achète, je le sais, 2 flacons de Gin King, puis ressort, serrant le paquet sous son bras. Nous continuons de le suivre jusqu'à l'une des portes ouvrant sous une enseigne qui indique « Chambre à partir de $5 ». Il paraît hésiter une seconde, puis plonge dans l'ombre. Je me sens nerveux et j'ai un goût désagréable dans la bouche quand Blackburn ouvre à son tour la porte et regarde l'escalier. J'entends sa respiration sifflante et rapide. Quand il se tourne vers moi et qu'il me sourit, ses yeux sont fixes et brillants. Lui est très pâle. « Qu'attendons-nous » lui dis-je. « Laissons-lui un peu de temps » murmure Blackburn. Et ses yeux continuent de briller. « Écoutez, lui dis-je, il y a une fille là-haut. Dieu sait ce qui se passe en ce moment. Il faut que nous montions. Nous ne sommes pas pressés, McKenna. Souvenez-vous, il y a d'abord le gin. Joe doit se préparer. Non, nous le tenons, montons, doucement. Vous voulez gâcher le scénario, McKenna? Mais qu'est-ce que vous cherchez là, hein? Qui se soucie à présent de cela? Le portier de nuit nous apprend que l'homme qui vient de monter a loué la chambre 307. Je suis Blackburn dans l'escalier. Il monte vite, puis ralentit, gravissant les marches comme s'il s'était brusquement fatigué. Le palier du second étage sent la vieille graisse, le désinfectant, la poudre contre les cafards. Blackburn s'arrête et, se penchant, colle avec précaution son oreille contre la porte du 307. J'entends un verre teinté à l'intérieur, puis un grognement et un soupir, quelque chose qui fait penser à une plainte. La sueur ruisselle sur mon visage. Je glisse la main sous ma veste, je fais jouer la patte d'attache de mon étui et je sors mon revolver calibre P38. Je touche Blackburn à l'épaule. Il ne bouge pas. « Entrons !» lui dis-je. Il demeure immobile, le corps rigide. Il ne semble même pas respirer. L'oreille toujours collée contre la porte, il regarde fixement devant lui. J'entends d'autres bruits. Mon sang ne fait qu'un tour. Blackburn lève la main pour me faire taire, sans me regarder. Je perçois de nouveau les mêmes bruits. Mes doigts s'enfoncent dans le bras de Blackburn. Mais que fait-il donc à simplement écouter ainsi? « Blackburn !» dis-je dans un souffle. Il ne bouge pas. Il se contente de rester accroupi, là, à écouter. Sa respiration devient sifflante. « Laissez-lui encore quelques minutes. Vous comprenez, McKenna? Il y a si longtemps que j'attends. » Brusquement, je comprends. Une horreur sans nom m'envahit. Je comprends rien qu'à voir ses yeux et la lueur qui y brille. « Mais il va la tuer !» dis-je. Il agrippe mon bras. « Qu'importe !» fait-il la bouche dure. « Cette fille a mal tourné, elle est perdue. Alors qu'elle meurt ce soir ou dans 10 ans, quelle différence, McKenna? Réfléchissez une seconde, vous comprendrez.
Vous ne devez pas sentir suffisamment bien la chose pour savoir. Je le frappe de toutes mes forces à la mâchoire, puis de l'épaule, j'enfonce la porte. Les mains de Blackburn me tirent en arrière, je le frappe de nouveau au visage pour me libérer et éviter de recevoir un coup de couteau à requin au ventre. J'entre dans la chambre. La fille est trop ivre pour se soucier de ce qui s'est jusque-là passé. À travers les verres épais de ses lunettes, Joe me lance un regard curieux comme si je venais d'interrompre une période studieuse dans un collège. Il s'avance vers moi, brandissant son couteau à la lame de 25 cm. Je tire. Quand je ressors de la chambre pour chercher de l'aide, je vois Blackburn à genoux, prostré. Au passage, je me baisse et ramasse dans mon mouchoir son couteau à requin. Le même que celui de Joe. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.